Bonjour Bruno Lallemand. Bonjour Nathalie. Alors Bruno, tu es auteur, formateur dans le domaine de l'accomplissement personnel. Donc tu as écrit 2 livres. Le premier, Comment utiliser pleinement son potentiel, votre potentiel. Et le deuxième ouvrage, que j'ai d'ailleurs ici. Je sais que vous pouvez réussir. Je sais que vous pouvez réussir. Alors Bruno Lallemand, je vais te poser la question, qui tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Qui es-tu ? Je ne sais pas. C'est fort. Tu m'avais dit de faire quelque chose d'original. Bon, je fais. Je suis quelqu'un qui cherche sa voie. Bon, je l'ai en grande partie trouvé. J'enseigne, je suis formateur dans le domaine de l'accomplissement personnel depuis 1987. Donc j'ai d'abord eu un cabinet pendant 20 ans où j'ai transmis des formations. J'ai été consultant à France 3 dans le cadre de gestion du stress et de l'efficience personnelle. J'ai travaillé pour de nombreux hôpitaux universitaires aussi, et puis j'ai surtout formé un très très large public jusqu'à ce que je propose en fait ma méthode sur Internet, où là j'ai touché aujourd'hui on peut parler de dizaines de milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont suivi la formation. Alors cette méthode, c'est laquelle ? C'est la méthode ressources et actualisation. C'est unique à ressources et actualisation. En fait, cette méthode, elle a été créée à la suite de nombreuses rencontres entre des sages indiens, tibétains et des chercheurs occidentaux. Parce que l'objectif, c'était de réaliser une méthode qui soit parfaitement adaptée à la mentalité occidentale, mais qui ne dénature pas en même temps la profondeur des enseignements qu'on retrouve principalement en Orient. Donc on est vraiment dans l'ordre de l'accomplissement de soi. Il y a cette méthode-là, plus tes 2 livres. Est-ce que ces 2 livres, donc Comment utiliser pleinement votre potentiel et Je sais que vous pouvez réussir, sont dans l'ordre de la même sphère d'enseignement ? Oui, complètement. En fait, j'ai réalisé ces livres. On aura peut-être l'occasion d'en parler parce qu'ils ont chacun une histoire, mais parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Par exemple, Je sais que vous pouvez réussir. C'est beaucoup fondé sur la confiance en soi, parce que c'est une grande demande. Les gens manquent cruellement de confiance en eux. Donc, je voulais leur donner des pistes grâce à la longue expérience que j'avais dans le domaine. Et puis, Comment utiliser pleinement votre potentiel, qui au départ devait s'appeler Les secrets du bonheur et de l'accomplissement de soi, puisqu'il a été modifié par l'éditeur. Là, je donne vraiment des bases fondamentales sur l'accomplissement de soi, sur ce qu'il faut savoir, sur la manière de... Le but, c'est vraiment de montrer aux gens qu'ils ont justement un immense potentiel, mais malheureusement, non seulement on en a très peu conscience et on ne sait pas l'utiliser. C'est vrai que tu me disais comme ça en aparté que tu préfères... en opposition au mot développement personnel, on ne développe pas son potentiel, mais on se le révèle en fait. On le révèle en fait, on a déjà en nous tout ce dont on a besoin pour à la fois évoluer dans la vie, puis surtout pour être heureux. Malheureusement, les gens n'en sont pas conscients. Donc, l'idée, c'est d'amener les gens à une plus grande conscience d'eux-mêmes. Donc, c'est un éveil. C'est pas un développement. Le développement, j'ai envie de dire, il se fait presque simultanément. Il se fait presque automatiquement. Quand la personne va éveiller ses potentiels, ses ressources, ses richesses, les choses vont presque se faire naturellement. Donc, en fait, quand tu parles d'éveil, c'est quand même une étape particulière que de s'éveiller à soi. Oui, alors il y a plusieurs niveaux, on pourrait parler de plusieurs niveaux. Il y a d'abord d'éveiller, c'est-à-dire d'avoir davantage conscience de ses ressources et de ses capacités. Et il y a un niveau beaucoup plus profond qui est de révéler ce que nous sommes fondamentalement, de révéler ce que les bouddhistes appellent notre véritable nature. Parce que dans le bouddhisme, pour donner un exemple, on parle de l'esprit, c'est-à-dire notre état ordinaire, et la véritable nature de l'esprit, ce que nous sommes fondamentalement. C'est comme, pour donner une image, c'est comme si on avait... c'est comme si on n'avait pas conscience du ciel que nous sommes. Nous, on voit juste les nuages, mais on ne voit pas le ciel qu'il y a derrière. Nous, on est identifié aux nuages. Et l'idée, c'est d'amener la personne à réaliser ce qu'elle est au-delà des nuages. Les nuages, ce serait justement nos conditionnements, l'image qu'on a de nous qui est sans arrêt en train de changer, qui se transforme. Et la véritable nature de l'esprit, eh bien, ça serait de prendre conscience de l'immensité du ciel qui est derrière les nuages. En fait, les nuages, ce sont nos filtres. Exactement.
Donc, on peut dire que tu es un spécialiste de la confiance en soi et de la réalisation de soi. Cela, tu as eu plusieurs formations, enfin je veux dire, tu as un parcours qui est propre à toi, qui est assez particulier, et tu as également des formations, enfin tu as été amené à suivre des formations auprès de grands maîtres tibétains. Oui. Et qu'est-ce que cela t'a apporté en fait par rapport à le fait de suivre ces Tibétains, ou cette pensée tibétaine par rapport à la pensée occidentale ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai découvert les deux, parce que j'ai d'abord une formation en psychologie. C'est une formation en psychologie selon le mode universitaire américain, donc j'ai étudié de très nombreux auteurs comme William James, Carl Rogers et beaucoup d'autres. J'ai fait de la PNL aussi, j'ai découvert un peu tous ces courants modernes. Et ensuite, dans mon cheminement, parce que j'avais une aspiration plus, on va dire, plus profonde, plus spirituelle, qui venait de mon enfance, parce que j'avais vécu un certain nombre d'expériences, on pourra peut-être faire une petite note là-dessus. Et de fil en aiguille, j'ai fini par j'ai rencontré comment ça s'appelle, Karl Graf Durkheim, qui initiait au zazen, et puis j'ai rencontré des sages indiens, et surtout un grand maître tibétain du nom de Shimon Dresing Rinpoche, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en Suisse et que j'ai fréquenté sur pratiquement 15 ans. Et ça a été, bouleversant, parce que la démarche est très différente. Dans la psychologie occidentale, on s'attache justement au nuage. Comme on dit dans le langage assez régulier, on travaille sur soi. Je déteste ce mot, parce que j'ai vraiment l'impression, j'imagine les gens avec un burin en train de taper sur le... Voilà. Et donc on s'arrête, on travaille sur le nuage pour essayer de le rendre, on va dire, plus commode, plus agréable à vivre, alors que dans la spiritualité, on essaie de réaliser, d'aller au-delà justement du nuage, de révéler ce que nous sommes profondément. Et quand j'étais avec ces grands maîtres, j'avais vraiment l'impression qu'ils me tiraient vers le haut, comme une espèce d'aspiration, comme ça. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire, et je voyais ma vie vraiment changer profondément, mais d'une manière qui était assez inexplicable pour notre mental ordinaire. Changer, tu parles quasiment de transformation, et c'est une transformation qui vient réellement de l'intérieur. Parce que c'est ça le plus important, c'est que ça vient de toi à l'intérieur, et ça t'aide justement à enlever toutes les écorces, comme un oignon en fait que l'on pèle, pour arriver profondément à qui tu es. Parce que c'est une quête aussi de soi. Alors ça, c'est ce qu'on dit en psychologie occidentale. Mais en réalité, dans la spiritualité, justement, on pèle plus l'oignon. On va carrément au-delà. C'est-à-dire, il s'agit vraiment d'aller directement au cœur. Parce qu'une fois qu'on a révélé notre véritable nature, tout se transforme. C'est comme... imaginons une personne, elle rentre dans une pièce, elle est obscure, la pièce elle voit rien, elle se cogne partout, elle se fait du mal, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'elle est dans l'obscurité. Alors, dans la psychologie occidentale, on va essayer d'expliquer, ou plutôt, je dirais, de s'adapter à notre obscurité, pour pouvoir naviguer dans la pièce de manière à pouvoir contourner les objets. La spiritualité, c'est autre chose, on allume la lumière. Et là, on se dit, mais c'est pas étonnant que je me fasse mal, je comprends maintenant. Et là, tout s'éclaire et on navigue beaucoup plus, on est beaucoup plus à l'aise. Et puis surtout, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a du plaisir. Et puis il y a surtout une vue extrêmement vaste sur la vie. Donc on a plus du tout la même... Dans la psychologie, on s'arrête sur l'individu. Dans la spiritualité, on essaie d'ouvrir sa conscience à l'univers. Donc c'est vraiment autre chose. D'accord. Donc... tu as essayé de concrétiser en fait toute cette voûte spirituelle dans ta vie en créant aujourd'hui un mouvement, une ONG en fait, qui s'appelle Mouvement Altruiste. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, en fait c'est presque imposé, parce que quand on avance dans un domaine spirituel, l'altruisme s'impose comme une évidence, parce qu'on est d'abord altruiste. Comme disent souvent les bouddhistes, on est altruiste envers soi-même. C'est-à-dire qu'on prend soin de soi. Parce qu'on dit, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. C'est pas du tout égoïste, au contraire. Parce que qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur aux autres ? Qui mieux qu'une personne qui a confiance en elle peut apporter de la confiance aux autres ? Et donc on réalise que c'est en nous réalisant nous-mêmes qu'on peut aider les autres à se réaliser. Et c'est ça l'altruisme finalement, c'est de se dire, maintenant que je me suis libéré de mes nœuds, de mes difficultés, je vais amener les autres à faire la même chose, dire mais arrêtez de vous embêter avec vos histoires, venez, moi je vais vous montrer, on peut le faire, moi j'ai vécu l'expérience et c'est fantastique. Donc c'est la transmission d'une expérience. Et l'altruisme, quand on développe, on découvre ce sens de fraternité. Et on a envie que nos frères et sœurs humains soient heureux aussi.
Parce que plus on est heureux, comme on dit, plus on est de fou, plus on est heureux. Mais là, c'est vraiment plus on est heureux, ça va être sympa. Puis comme on est tous interdépendants, de toute façon, je ne peux pas trouver mon bonheur dans la souffrance des autres. Donc il y a un moment, vraiment, ça s'impose à nous. C'est comme une évidence, c'est de se dire, je vais prendre soin des autres. Parce que on est tous liés. En fait, l'altruisme, c'est vouloir le bonheur des autres, en voulant d'abord le bonheur pour soi. À condition de l'avoir réalisé soi-même. Parce que si on n'est pas, encore une fois, si on voit beaucoup de gens qui sont tristes, qui sont mal dans leur peau et qui veulent aider les autres, mais c'est souvent par culpabilité. Et plus que, je dirais, ça... c'est comme si on a fait une découverte qu'on a envie de partager. Donc on découvre le bonheur, on découvre la joie de vivre, on a envie de dire mais arrêtez de vous embêter avec vos souffrances, libérez-vous de ça. Moi je vais vous montrer comment j'ai fait. Il ne s'agit pas de demander aux autres de penser comme nous, mais de dire voilà, moi j'ai réussi, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment moi j'ai fait, après vous l'appliquez à vous-même. Mais est-ce que l'être humain ne naît pas justement déjà avec cette joie de vivre, fondamentalement parlant ? Oui, mais visiblement, il la garde pas bien longtemps. Mais c'est vrai, on regarde un enfant, il est joyeux, il est plein d'entrain, il est plein de vie, et malheureusement, on a oublié d'être des enfants. Et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs chez ces grands maîtres spirituels, c'est vraiment ce côté joyeux, ce côté enfantin. Ils sont d'une intelligence extraordinaire, mais en même temps, on retrouve cette innocence de l'enfant. C'est vraiment fantastique. Il y a une joie, un plaisir. C'est vraiment un bonheur d'être avec eux. Donc, si on intègre le mouvement altruiste, c'est pour effectivement, retrouver cette joie d'enfance, tout en travaillant, enfin, pas travailler, je sais que tu n'aimes pas le terme travail, mais c'est donc retrouver un état de joie d'enfance pour transmettre cette joie et en même temps participer à la sauvegarde de la planète. Alors, je vais te dire autrement, toute ma vie, quand j'ai vu mes parents souffrir, parce qu'ils travaillaient dur, et ils gagnaient pas grand-chose, et puis ils étaient pas très heureux, je me suis dit, c'est surtout pas ce que je veux. J'ai envie d'avoir une vie heureuse. Donc je vais me construire, je vais me réaliser la vie que je veux avoir. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vraiment la vie que je voulais avoir. Le matin, je me lève à 5h du matin. Je suis très heureux de me lever, parce que ça fait frémir les gens quand je dis ça. Et c'est du bonheur. J'ai une vie, c'est vraiment du bonheur. Alors forcément, j'ai envie que les autres en bénéficient aussi. Et c'est, en fait, c'est du partage. Et on a envie de montrer aux gens après, de dire, moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Vous aussi, vous pouvez, entre guillemets, travailler dans le bonheur, travailler dans la joie, dans le plaisir. C'est-à-dire avoir plutôt une activité qui en plus est rémunératrice, qui peut vous apporter, parce qu'on a besoin de vivre sur le plan ordinaire, donc il faut se réconcilier aussi avec l'argent, parce que souvent la spiritualité est fâchée avec l'argent, alors que c'est un moyen bien sûr, mais ça c'est encore un autre sujet, et de montrer aux gens qu'on peut vraiment vivre dans le plaisir, on peut vivre dans la joie, évoluer dans la joie. Je me rappellerai, je crois que toujours cette phrase d'un ami psychothérapeute qui disait toujours à ses clients, on n'est pas là pour s'emmerder quand même. Donc, et je dirais plutôt, on est là pour s'amuser. Dans le mouvement altruiste, alors, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ce que tu es en train de mettre en place ? Alors, juste une petite précision, le mouvement altruiste est né d'un constat, il y a plusieurs mois de ça fait pratiquement 1 an, j'ai pu faire le constat de l'état de la planète qui est juste catastrophique. Je me suis retrouvé dans la même position qu'un médecin qui soupçonne une maladie mais qui ne réalise pas à quel point elle est grave. Et en creusant la question avec les gens du mouvement altruiste, on a mené une investigation très profonde et on a réalisé que les scientifiques n'exagèrent pas du tout quand ils disent que dans le meilleur des cas, il nous reste 100 ans à vivre et dans le pire des cas, il nous reste 25. C'est-à-dire qu'on va commencer à assister à notre extinction si on ne fait rien. Donc là, mon sens de responsabilité a été tout de suite stimulé en me disant mais la maison brûle et on ne peut pas la laisser brûler parce que c'est la nôtre aussi, c'est la mienne et c'est celle de tous ceux qui vont regarder cette vidéo et de toute la population, de toutes les populations de partout. Et je me suis dit il faut faire quelque chose. Et j'ai compris que l'altruisme est la solution. Parce que quand on prend soin de soi, on prend soin des autres, mais on prend soin aussi de la nature. On se respecte. Donc, et là, on est véritablement en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Donc, c'est comme ça qu'est né le mouvement altruiste. On est en train d'instiguer un mouvement. Et en fait, ce mouvement, comme on le dit chaque fois que les gens viennent, mais vous êtes mouvement altruiste. Vous êtes ce mouvement. Parce que si vous commencez à faire naître en vous l'altruisme,
bah, vous aurez envie de prendre soin des autres, vous aurez envie de prendre soin de la planète, vous aurez envie de donner à vos enfants une planète qui soit saine, qui soit respirable, où ils risquent pas de s'intoxiquer en allant se baigner, où ils risquent pas de faire du mal à leur corps en mangeant des choses. Donc là, c'est vraiment cette idée mouvement altruiste, c'est de créer, de mettre de l'altruisme à tous les niveaux et même dans l'assiette. Donc à tous les niveaux, donc là on entend bien quand même le côté, le discours un peu écologique. Néanmoins, altruisme, ça veut dire, c'est aussi la notion de l'amour et de la compassion. Donc en fait, vous souhaitez dans ce mouvement créer, pas une énergie, mais une philosophie de vie. Plus qu'une philosophie, un art de vivre en fait. Non, en fait, je crois que tu as bien utilisé le mot. C'est effectivement une énergie. C'est d'instiguer une énergie, mais une énergie positive qui repose sur ses valeurs fondamentales. J'ai envie de dire aux gens, quels sont les moments où vous vous sentez le plus heureux? Quand vous êtes joyeux, quand vous êtes ouvert, quand vous êtes tourné vers les autres. Parce que ça, c'est l'énergie de la vie. L'énergie de la vie, elle est généreuse. Regardez un enfant qui joue, il est heureux. Il s'amuse, il n'est pas en train de se préoccuper de quoi que ce soit. Parce que, voilà, et il est dans le présent, on est heureux. Et c'est ça la voie, en fait. Si les gens comprennent que c'est ça la voie, mais imaginons que tout le monde se mette à être comme ça. On va être dans un monde heureux. Et ça existe. Il y a plein de populations qui existent, qui sont comme ça, qui sont dans cet esprit de joie, de plaisir. Et même quand ils travaillent dans la joie, ils chantent, ils sont heureux. Imaginez qu'on se mette à chanter dans nos entreprises pendant qu'on est en train de fabriquer des pièces, pendant qu'on est en train de réaliser des projets et tout ça. Ça serait extraordinaire. Et nous, c'est ce qu'on est en train de réaliser parce qu'on travaille entre nous, on a un lien vraiment privilégié. D'ailleurs, quand j'ai lancé Mouvement Altruiste, j'ai dit aux gens, on ne démarrera rien tant qu'il n'y aura pas un bon lien entre nous. Et on a passé du temps entre nous, on est ravis, on n'attend que ça, que de se retrouver. Et là aussi, justement, on travaille dans la joie. C'est un vrai plaisir, on a un challenge énorme sur les épaules, mais on ne le porte pas. On apporte, on met de l'amour, j'aurais dit, aimer mouvement altruiste, parce que plus vous allez aimer mouvement altruiste, plus il sera comme une plante, il va fleurir, il aura la lumière dont il aura besoin pour se développer. Et c'est ça, mouvement altruiste. Alors, concrètement, c'est quoi les challenges de mouvement altruiste ? Alors, la première chose, c'est de communiquer un état d'esprit. Justement, cet état d'esprit, c'est d'accompagner les gens aussi, de leur montrer comment ils peuvent développer cet état d'esprit, parce que ça, c'est très important. Quand on est tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, on va faire un accompagnement. Il y aura des cours, d'ailleurs. On va donner des cours où les gens seront guidés, seront accompagnés. On va lancer un certain nombre de projets. Par exemple, on va soutenir des projets humanitaires. Donc là, on va jouer sur la force du nombre. Par exemple, si on est 1000, 2000, 100 000, 200 000, voire plusieurs millions, à dire, voilà, ce projet humanitaire, il a besoin d'aide, on va lui apporter. Par exemple, imaginons, nous, on a découvert une société londonienne qui fabrique des navires qui permettent d'aspirer les sacs plastiques dans la mer. Ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de fonds pour les soutenir. Eh bien, imaginons, on est, 1 million dans le mouvement altruiste, chacun donne 1 euro. On a 1 million d'euros très vite, et là on peut avoir toute une flottille de navires qui vont aspirer les sacs plastiques dans la mer. C'est extraordinaire. Donc en jouant sur la puissance du nombre, on peut faire plein de choses comme ça. Et plus on va faire grandir ce mouvement, parce que c'est ça l'idée de mouvement altruiste, c'est de faire grandir ce mouvement et d'instiguer, de soutenir plein de projets comme ça. L'autre idée, ça c'est la plus grande idée, qui paraît complètement folle, mais en fait on a déjà tous les plans et tout ça, c'est de créer un village altruiste. Voilà, c'est un village où la nature va être complètement respectée, il y aura 0 déchet, il y aura 0 pollution, et puis on s'est laissé imaginer que les animaux se baladaient dans les rues et tout ça. Il y aura un dôme pour la méditation, donc ce ne sera pas une église, mais les gens vont pouvoir méditer pour pouvoir développer ses ressources, ses capacités, développer cet altruisme, et on va veiller à ce que justement l'altruisme soit la valeur fondamentale de ce village. Et on espère être ensuite copié, que beaucoup d'autres vont le faire. Nous, on le vit déjà entre nous, et c'est pour ça qu'on sait que c'est possible. Donc quand tu parles de village altruiste, c'est quelque chose de différent. Il y a un truc en plus par rapport aux éco-villages qui existent déjà. Parce que dans ce village altruiste, est-ce qu'il y aura une économie locale avec des commerçants, avec des professions qui vont interchanger leurs capacités ou compétences? Comment ça peut se passer concrètement? Oui, tout à fait. Alors, on va développer. Alors, et c'est ça qui est bien dans le mouvement altruiste, c'est que ça va rester ouvert. Tout va être possible. Ça va être un monde de possibilités.
Donc c'est pour ça qu'on a envie que plein de gens viennent pour apporter leurs idées. Et on fera le tri bien sûr, mais il faudra que ça reste justement dans cet esprit altruiste de développer de nouveaux commerces, une nouvelle façon justement d'apporter et pas de vendre pour faire du chiffre, mais pour participer à la communauté. Il y aura tout cet état d'esprit qui va être vraiment développé, auquel on tient beaucoup parce que ça va être vraiment dans le respect des humains, dans le respect des animaux, dans le respect de la nature. C'est vraiment cette base fondamentale qui va être à l'œuvre. Et c'est surtout, village altruiste, ce sera beaucoup plus qu'un éco-village. C'est encore une fois, c'est d'entretenir et de faire vraiment exister ces valeurs altruistes. Pour nous, c'est vraiment très important parce que c'est ce qui va permettre la cohésion du groupe et qui fera qu'on ne serait pas dans des bagarres d'ego, puisque on aura tous un but commun. C'est justement de maintenir cette harmonie. À l'heure actuelle, vous êtes combien, alors comment est-ce qu'on appelle ça, combien de membres y a-t-il au niveau de ton ONG ? Alors, pour l'instant, on ne s'est pas encore ouvert parce que nous, notre but, c'était d'abord de construire le projet, déjà de donner les fondations de ce projet. Donc là, pour l'instant, on est une dizaine à construire. On a fait tout un travail d'investigation, on a recherché, on a travaillé, et puis on a commencé à développer les idées. Et là, le 20 mai 2017, on organise une grande journée d'inauguration de mouvement altruiste où là l'idée c'est d'inviter les gens à venir construire avec nous ce projet, ce grand mouvement altruiste et de le faire grandir, de le faire prospérer dans le monde. Et cette journée du 20 mai, c'est où ? C'est à Paris ? À Lyon. Ça sera à Lyon. Si on souhaite avoir plus d'informations sur ce mouvement altruiste qui est très alléchant dans le principe effectivement humaniste, on peut avoir les informations sur un site. Tu as des coordonnées ? Il y a une page, la page est un peu compliquée à noter, donc il faut juste envoyer un mail à contact@mouvement-altruiste.com, tout simplement. D'accord. Donc si j'ai bien entendu, ça démarre cette année. Tu as déjà des soutiens d'autres associations, il me semble. En fait, il y a l'ONG Mouvement Altruiste, plus une synergie avec d'autres associations dont l'idée du projet qui intéresse en fait, qui est intéressé par l'idée du projet, pardon, excuse-moi. Oui. Alors, je ne suis pas autorisé pour l'instant à donner les noms, mais on a des soutiens de partout. Il y a des grandes associations, notamment une grande association qui compte plusieurs millions de membres, c'est absolument extraordinaire. On a, lui par contre, je peux en parler, c'est le projet Banwasana. C'est un coach belge qui est en train de soutenir une action humanitaire en Thaïlande pour aider les éléphants. Donc, on travaille de concert ensemble, et puis on a plein de rencontres. Il y a même des personnes du cinéma qui nous soutiennent. Il y a plein de choses. Donc c'est absolument extraordinaire. On aura peut-être, sous réserve au moment où j'en parle, sous réserve, mais on aura peut-être Pierre Rabhi qui sera là. On aura il va m'en vouloir, Sergio, je ne sais plus son nom, ça va me revenir, s'il me revient, bon, ça viendra, mais c'est quelqu'un qui s'est très très impliqué dans l'écologie. On aura la chance aussi d'avoir Guy Londechamp, le docteur Guy Londechamp, qui est un médecin énergéticien qui a travaillé beaucoup sur la mémoire de l'eau. Et on aura des personnages comme ça pendant tout le long de la journée, ça va être extraordinaire. Et les gens vont découvrir la cuisine altruiste. Ah, d'accord. On connaissait végétalien, végétarien, et puis du coup, il y aura la cuisine altruiste. Je souhaitais effectivement souligner ces partenariats, entre guillemets, pour bien montrer qu'en fait, le mouvement altruiste n'est pas juste une idée comme ça par 10 illuminés, mais c'est qu'il y a une énergie, une synergie d'autres énergies tout autour de ce projet-là. Donc en fait, c'est comme un puzzle qui se met en place, où des gens se mettent ensemble pour construire un monde meilleur demain, un monde plus beau et surtout un monde plus sain. Ah oui, mais c'est très construit, c'est très rationnel, c'est fait avec beaucoup de rigueur. On travaille avec énormément de rigueur. On a régulièrement des réunions. On travaille dans la joie, mais en même temps, c'est fait avec énormément de rigueur et énormément de sérieux. On a vraiment envie de construire sur du solide, sur des bases valides, et on n'est pas des idéalistes, contrairement à ce que ça pourrait sembler. Mais en fait, on n'est pas du tout idéaliste, au contraire. D'ailleurs, il faut préciser que Mouvement Altruiste, c'est un mouvement non sectaire, non idéologique, apolitique et areligieux. Donc ça c'est complètement... On est juste des individus qui ont envie de vivre dans un monde où ils se sentent bien et on a envie de le construire. Dans un monde heureux en fait. Heureux aujourd'hui, mais un monde qui soit heureux pour les générations à venir. Exactement.
Parce que c'est l'avenir aussi, c'est le fait d'anticiper cet avenir pour les générations à venir qui te stimulent et qui te font bouger, Bruno, non? Ah mais oui, complètement. Puis bon, je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis, après tout, il y a beaucoup de gens qui nous disent, ouais, mais c'est pas possible. Je leur réponds, on verra. On verra. Parfait, merci. Est-ce que tu as mis à part Mouvement Altruiste, tu as des actualités en cours? Oui, j'organise des retraites. La prochaine sera au mois d'août, du 13 au 23 août. Là, ça va être 10 jours. Ça va être très intense. Des retraites de quoi? Des retraites, on va appeler ça des retraites méditatives, mais c'est surtout des retraites pour se retrouver soi-même, pour réaliser qui l'on est profondément. Et là, il doit rester encore un peu de place pour le mois d'août. Et puis, j'ai un séminaire à Paris qui s'appelle Comment se libérer de ses obstacles personnels. Et ça, c'est le 8 avril. Oui, c'est le 8 avril, voilà. Et sur les retraites, tu accompagnes combien de personnes? Enfin, je veux dire, ce sont des groupes de combien de personnes? Alors, la retraite d'août sera une petite retraite, on ne dépassera pas les 40 personnes. Ah oui, quand même, c'est des grosses. Pour moi, les petites retraites, c'est 10 personnes, tu vois. D'accord, une quarantaine de personnes, plus ton séminaire, donc au 8 avril, en fait. Oui. Donc, toutes les informations sur ressources et... Alors, c'est ressources avec un S à la fin, actualisation.fr. Ou sinon, il suffit de taper Bruno Lallemand. MENT, pas AND à la fin. Pour terminer, en fait, une toute petite question, parce qu'effectivement, on a vu depuis quelques mois passer sur ta page Facebook pas mal de petits posts concernant la souffrance animale. Alors, je sais que ça rejoint ton idée de l'altruisme, en fait, de ne pas faire souffrir l'autre. Donc, qu'est-ce qui te fait tant réagir au point justement de dispatcher comme ça sur ta page Facebook toutes ces vidéos ou ces alertes, en fait, à la souffrance animale? Mais parce que malheureusement, on est à une époque où on n'arrive pas encore à reconnaître la sensibilité de l'animal. L'animal est comme nous, il ressent des émotions, c'est même prouvé scientifiquement, il ressent des émotions, il ressent la douleur, il ressent la peur. Mais c'est surtout quand on est arrivé à un point de torture extrême. C'est abominable alors qu'on mange de la viande est une chose, mais qu'on fasse passer l'animal par de telles tortures, par de telles souffrances. On utilise l'animal, on voit sans cesse, et je trouve que c'est tout simplement intolérable. Comment on peut espérer trouver le bonheur et vivre dans un monde de paix quand on torture les animaux? D'abord, ils sont innocents, ils nous ont absolument rien fait. C'est pas comme si encore ils nous avaient attaqués, mais ils nous attaquent pas. On voit même, il y a des exemples, on montre que les baleines, alors on les massacre, elles font attention à ne pas faire de mal. Je trouve ça extraordinaire. Il y a plein d'idées complètement fausses et reçues. Et puis j'ai une grande sensibilité par rapport à la nature. J'ai passé toute mon enfance dans la nature. Les animaux, j'ai un lien très privilégié avec les animaux. Donc je n'en mange pas, parce que comme on dit, souvent les gens disent j'aime les animaux, mais ils les mangent. Moi, je ne mange pas les gens que j'aime. donc je ne mange pas d'animaux. Et j'ai envie que les animaux aussi aient une vie heureuse. Donc j'ai envie de les défendre, d'amener les gens à prendre conscience que ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans l'assiette, c'est beaucoup de souffrance et que c'est pas tolérable. D'où découlera la cuisine altruiste. Exactement, puisque la cuisine altruiste, c'est une cuisine où il n'y a pas de souffrance. Merci beaucoup Bruno pour cet échange et puis je te souhaite du bon succès et puis à très bientôt. Merci Nathalie.